Mesdames et messieurs, bonsoir, bon après-midi, vous êtes sur ESAE Télévision et c'est l'actualité internationale qui se décrypte dès ce moment. Nous irons au Gabon, nous allons parler au niveau de l'Union européenne, le Moyen-Orient ne sera pas occulté, les États-Unis et si le temps le permet, nous allons clôturer par la Chine. Mes invités, Martial Akwete, analyste politique, bonsoir. Bonsoir. Ça fait un moment, hein? Ça fait vraiment un moment, la maison m'a manqué. Ou bien... Mais le monde est toujours resté près de moi. Ah ça, mais il y a eu quand même des mouvements dans le monde. Hein? Par exemple, quand tu es venu la dernière fois, Joe Biden était encore candidat. Ah oui, beaucoup de choses ont avancé. Voilà. Certainement. Juste à côté de toi, Charlène Tuyonrou, bonsoir. Bonsoir, Tati. Comment tu vas? Bien, Toi aussi, oui. ça fait un moment. Hein? Oui, ça fait un Le monde a bougé quand tu n'étais pas là. Oui. Le dernier panéliste, c'est Joël Ataï Guidegbe. Il est expert en gouvernance. Bonsoir, Joël. Bonsoir, j'ai essayé d'assurer l'intérim. Ah ouais. En tout cas, l'intérim a été assuré. Alors, nous démarrons par le Gabon, présidentiel 2025. Les appels à candidature en faveur du général Oligui Nguema se multiplient. Comme dans tous les pays africains, le Gabon n'échappe pas au scénario lié aux appels à candidature. Martial. Oui, cela était autant prévisible, hein, comme cela se constate généralement dans la sous-région. Et il y a eu de précédents, le Mali, le Burkina Faso. Et à partir de l'adoption même de la charte de la transition au Gabon, il est dit que seul le chef de la junte est en mesure de se préparer, de se présenter aux élections. Et donc, on voit déjà à partir de ce test que, évidemment, il y a cette volonté de Brice Clotaire Oligui Nguema de se présenter aux élections. Et cela se fait constater non seulement à travers son entourage en parle, mais de son côté aussi, il ne dit encore rien. Mais nous connaissons cette pratique en Afrique de l'Ouest. C'est comme on dit, commencer à parler d'abord, après je vais venir confirmer ou infirmer. Et donc, dans cette dynamique, vous allez voir, il est en train d'entreprendre un certain nombre d'actions quand même pour commencer à se faire accepter par la population. Et puis, cela semble marcher pour l'instant. On n'a pas des éléments qui puissent nous amener à voir à ne pas voir en lui un bon candidat quand même. Alors, je me retourne vers vous. Charlotte, dites-nous un peu les appels à candidature. Oui, pourquoi maintenant? Pourquoi ça commence très fort maintenant? Ça commence à fuser de partout. On se demande, est-ce que c'est le peuple qui lance ces appels à candidature? Est-ce que ces appels à candidature sont suscités ou alors c'est juste un ballon d'essai? Alors, nous savons que la date prévue, en tout cas à titre indicatif, comme ils l'ont dit, c'est pour août 2025. C'est encore dans un an. Dans un an pratiquement. Et que ça commence aujourd'hui, nous pensons que c'est une bonne chose dans le sens où nous savons que généralement, quand il y a quand c'est l'approche des élections, mais la fin d'une transition, on assiste généralement à des choses faites un peu à la va-vite. Donc, cela pourrait être une manière pour que ce soit le président de la transition ou bien la scène politique au Gabon de préparer d'avoir le temps pour préparer concrètement la fin de la transition et l'investiture du futur président. Donc aujourd'hui, qu'on assiste même au backup des opposants, dont l'officiel opposant de Ali Bongo, cette situation nous pousse à nous poser des questions. C'est-à-dire, est-ce que Monsieur Chambrier aujourd'hui est un opposant sur qui il faudrait vraiment tenir compte et sur qui il faut compter? Dans le sens où nous savons que à plusieurs reprises, il a laissé des autres opposants comme Jean Ping et autres passer pour les présidentielles. Mais comme nous savons également qu'après le coup d'État, ce dernier a plutôt refusé de faire partie du gouvernement de transition, mais finalement 4 mois plus tard, il en fait partie. Et dans cette situation, que ce dernier fasse un backup au président de la transition aujourd'hui, est-ce que celui-là est vraiment un opposant ou un homme politique, nous allons dire, fiable pour le Gabon, que nous savons qu'aujourd'hui fait face à des crises sociales et économiques. C'est un businessman politique, importantes. Tout simplement, hein, je pense. Hein? Oui, mais c'est en fait, aujourd'hui, la question qu'il faudrait se poser, ce n'est pas forcément se fier à qui est le président, est-ce qu'il faut que ce soit un civil ou un militaire, mais il faudrait avoir à la tête quelqu'un qui pourra réellement répondre
aux problèmes au niveau du pays. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'il faut voir, est-ce que ces différentes personnes, ces différents hommes politiques vont effectivement faire ce qu'il faut faire. C'est pour ça que nous mettons en avant la personnalité de chacun d'eux et surtout les différents virements politiques auxquels on assiste. Alors, vous avez écouté Charlone et Martial, là. Aujourd'hui, avec recul, bon nombre d'observateurs et analystes politiques de la vie politique gabonaise affirment que la charte de transition était déjà en mode deux poids, deux mesures dès le départ, c'est-à-dire Oligui ok, mais les autres non. Dans ce panier-là, quelles seraient les chances de l'opposition? Je ne sais pas de quelle opposition vous parlez là, parce que Charlone a déjà donné un avant-goût de ce ou des illusions qu'il ne faut pas avoir par rapport à tout ça. C'est une comédie assez bien orchestrée, ou pour ne pas dire que c'est complètement cousu de fil blanc. Voilà un militaire qui a été adoubé dès le départ, qui a même cru devoir donner des gages en prêtant serment devant la Cour constitutionnelle qu'il a dissoute et qu'il a recomposée à sa guise. Il a tenté, avant les autres manœuvres, de se civiliser, entre guillemets, en troquant le treillis en troquant le costume cravate contre le treillis. Bon, ça ne trompe pas. Il n'a qu'à se présenter, il n'a qu'à se faire son score à la soviétique. Et puis, les mêmes causes produiraient les mêmes effets. Vous pensez, vous croyez? On croit avoir l'illusion de l'assentiment populaire. Il y a certes de l'enthousiasme d'en avoir fini avec une oligarchie qui n'en finissait pas. D'ailleurs, l'alternative au sein de l'oligarchie a eu du mal à se faire entendre, notamment à travers Pascaline Bongo. Donc le Speak Loud aussi s'est éteint. Et donc la voie est toute tracée pour que M. Oligui se civilise, se normalise. Et au demeurant, d'ailleurs, il a déjà été reçu à l'Élysée, me semble-t-il, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de... On parle quand même du Gabon, quand on sait. Oui, on parle du Gabon, du pétrole, de l'uranium, du manganèse, du bois, et puis de la Dolce Vita là-bas. Donc, circuler, il n'y a rien à voir. Alors, justement, nous sommes quand même... ça va bientôt faire un an, le 30 août prochain, ça fera quand même un an qu'il y a eu ce coup d'État et que ce dernier a pris les rênes du pays. Est-ce que vous croyez que cela suffit pour que les Gabonais lui fassent entièrement confiance? Et le deuxième volet de ma question, c'est de savoir où est passé le Parti démocratique gabonais. Vous savez, ce dont les Gabonais avaient le plus besoin dans l'époque, à la période où ce coup d'État est intervenu, c'est qu'on ne veut plus vivre sous une oligarchie. On veut finir avec la famille Bongo, on veut du changement, et je crois que c'est dans cette dynamique que les populations sont montées dans les rues, sont descendues dans les rues plutôt, et ont applaudi ce coup de force de Brice Clotaire ou de Nguema. Et donc cela ne suffirait pas seulement pour accorder la confiance au chef de la transition. Il doit pouvoir faire ses preuves, étant donné même que il n'est pas tout à fait loin de la famille qui vient de quitter. Donc il peut déjà avoir ces idées-là que, étant donné que le chef de la transition est resté tout le temps avec le chef qui a été renversé, est-ce qu'il n'y a pas une forme de continuation, même si on arrive juste à changer les apparences? Maintenant, la question est de savoir, est-ce que le peuple gabonais serait en mesure de percevoir cette partie de la question et de ne pas se laisser entraîner? Parce que ce qu'on essaie d'observer là maintenant, les soutiens ne cessent d'accroître pour sa candidature. Et donc, je crois que le dispositif politique a été bien aménagé pour quand même amener la population à accepter le nouveau chef, pas seulement en tant que chef de la transition, mais en tant que futur chef d'État démocratiquement élu. Et donc, avec les scores à la rue, ça, comme à la soviétique, je sais comme pas je viens si de la ce sera, souligner tout à l'heure. Je sais pas si ce serait à la soviétique, On attend de voir. Mais quand même, je crois qu'il aurait la volonté
d'apporter certains changements, pas forcément comme on a l'habitude de constater. Changement. Oui, quand je parle c'est un changement qu'il nous a promis depuis le 30 août 2023. Oui, assurément, il changera de costume. Certainement. Peut-être qu'il ne sera plus, va tronquer ses vêtements de militaire à devenir civil, hein, donc. Oui, ça vient, ça a déjà commencé. Quand je parle de changement ici, je veux parler au niveau des scores, évidemment. Le Gabon a été connu, Ali Bongo, on a vu les dernières élections, le fort taux. Donc, il voudrait peut-être sauver l'image. Est-ce que vous croyez que le chien change sa façon de s'asseoir? C'est compliqué de dire que le chien peut changer sa face parce que c'est dans sa nature. D'accord. Et donc, je ne veux pas. Qui vous voulez appeler? Non, c'est juste un adage africain que j'ai contextualisé, donc. Je comprends votre adage. Voilà. Oui. Alors, nous allons du côté de l'Union européenne, hein, un premier transfert de 1,5 milliard d'euros débloqué en faveur de l'Ukraine, suisse au gel des avoirs russes, chose promise, chose due. Les avoirs russes, premier volet, l'Union européenne vole aussitôt au secours de l'Ukraine. Oui, alors, ce n'est pas très surprenant ce qui vient de se passer parce que nous savons qu'il y a eu plusieurs sommets et dans les décisions qui ont découlé étaient que les avoirs russes allaient être octroyés au réaménagement, entre autres, avec de l'Ukraine. Donc, c'est normal de voir ce qui se passe là. Toutefois, il serait quand même bien de mettre la censure. Comment sera réparti justement ces avoirs-là. Et il est dit qu'une partie sera consacrée justement pour l'armement militaire, donc pour contrer les soldats russes sur le terrain, et que les 10% restants seront là pour justement la reconstruction des infrastructures. Oui, mais avant la répartition, Charlotte, avant la répartition déjà le fait même déjà de débloquer ces sous-là, ça devrait quand même être un ouf de soulagement pour l'Ukraine. Et l'Ukraine ne serait plus en train de cogner les portes. Le président ukrainien ne serait plus en train de se balader comme un mauvais esprit pour cogner les portes, histoire de... vous savez que qu'ils aient utilisé les avoirs russes ne vous veut pas forcément dire que c'est fini, entre autres. Parce que ici, en fait, il faudrait voir peut-être une stratégie cachée qui est la suivante, que les États membres de l'Union européenne n'ont plus forcément assez de financement justement pour permettre à l'Ukraine d'avancer au niveau de la guerre, ou encore les États-Unis. Donc nous savons que c'est tout ceci en fait que cette dernière-là ont pu considérer et qui leur ont permis aujourd'hui de permettre à l'Ukraine d'avoir ces avoirs-là. Et quand on revient à la répartition, en fait, finalement, on se pose la question, qui reprend l'argent? D'accord. Et quand on voit l'armement vient d'où? Donc, ceci, en fait, on se rend compte finalement que l'Ukraine... L'armement peut venir de partout, hein, pas seulement de l'Europe. Mais est-ce que l'Ukraine gagne réellement? Y compris même la Chine également. Hein, donc, Mais est-ce que l'Ukraine gagne réellement dans ce qui se passe là? C'est vrai qu'il y a il y a des avoirs russes qui ont été octroyés, mais entre autres, qu'est-ce que cela renvoie réellement? Parce que nous pensons que la reconstruction de l'État serait quand même plus importante que de chercher à... quand on a encore une politique à côté qui est d'aller à la table de négociation avec la Russie. Donc on se pose vraiment la question de qu'est-ce qu'est la réelle stratégie ou quelle est la réelle solution que ces États-là sont en train de trouver. Alors, nous avons cette enveloppe de 1,5 milliard d'euros, pardon. C'est déjà quelque chose, c'est déjà un acte qui pourrait éventuellement soulager Kiev, mais on constate que cette enveloppe correspond à l'accord qui a été signé en mai entre les 27 États membres de l'Union européenne, y compris la Hongrie. Oui, commençons par la Hongrie. Peut-être qu'elle fait assaut de bons sentiments, essaye de donner des gages. Après tout, elle ne peut pas être toujours le mauvais élève de la classe, hein, attendant de voir l'autre surprise que Orban va nous réserver sur d'autres situations. Ah oui, c'est sûr que c'est lui qui a la présidence. Il a d'ailleurs commencé le 1er juillet là. Voilà, donc il doit se montrer quand même bon élève en partie. Ça ne lui coûte pas grand-chose. Hein. Et deuxièmement, il n'a pas accepté les armements occidentaux sur son territoire, parce qu'on connaît déjà la réponse programmée des Russes. Et au fond, c'est révélateur d'une certaine hypocrisie. Si on voulait sérieusement aider l'Ukraine, ce ne serait pas à partir de ces moyens-là.
il faudrait se montrer autrement solidaire, qu'il en coûte effectivement de prendre sur ses propres deniers et d'envoyer ses propres hommes. Et bon, ce que l'Occident, de toute façon, n'est pas décidé à réaliser. Et tant mieux, parce qu'on connaît les capacités ou les risques de déflagration, et si cette option-là prenait le dessus. Enfin, il faut quand même observer que tout ce qui se donne à voir là comme normal n'est pas normal. Et on est dans un monde de voyous finalement, où c'est le fait du plus fort, c'est la loi, c'est des situations de fait qu'on essaie de créer. Et où est-ce qu'il est écrit qu'on peut s'asseoir sur les avoirs d'un autre pays sans que celui-ci ne cherche à réagir? Et bon, donc, le moment venu, il ne faut pas que les Occidentaux s'étonnent d'une réponse disproportionnée ou sur un tout autre terrain des Russes. Chacun va essayer de se faire mal comme il peut, mais c'est le signe que les relations internationales échappent complètement maintenant à un minimum de convenance, de respect des conventions, des usages d'ailleurs. Et donc si l'usage qui domine est celui de la force, de l'unilatéralisme, et bon, ben, on constate que le monde va à la dérive et que ce sera probablement le plus fort ou le plus malin qui va l'emporter au bout, à moins que la raison ne revienne. On note aussi que par ailleurs, M. Zelensky, un peu dépité, lassé du temps que les Occidentaux mettent à lui venir au secours, et a commencé à accepter l'idée de s'asseoir à une même table que les Russes. Alors justement, bon, et certainement qu'on le suggère en coulisses pour réduire le coût du soutien à l'Ukraine. Alors justement, comment comprendre ça, hein? L'Union européenne qui débloque une enveloppe assez énorme, assez consistante même, mais à côté de ça, Kiev qui se dit déjà prêt à négocier avec Moscou. Il y a un ensemble d'éléments qui expliquent cette situation. D'abord, quand nous parlons des avoirs russes, dans ce cas, il s'agit des placements de financement russes au sein de l'Union européenne, mais ce ne sont pas ces avoirs-là qui sont transférés à l'Ukraine, mais c'est plutôt les intérêts de ces avoirs-là qui sont transférés à l'Ukraine. Et pour quel objectif? Pour permettre à l'Ukraine de pouvoir continuer à mener des offensives contre, de répondre, de répliquer aux attaques venant de la Russie. C'est un peu comme on utilise mon argent pour financer mon ennemi. Et monsieur venait de le dire déjà, il n'est écrit nulle part du point de vue juridique, il n'est pas permis qu'on puisse utiliser les avoirs d'un État sans on puisse utiliser les intérêts de l'avoir des avoirs d'un État pour financer un autre État pour quelque action que ce soit, sans que l'État des avoirs dont il s'agit n'a pas donné son accord. Et c'est là que rentrent en conflit les questions de droit international et de relations internationales. Dans les relations internationales, il y a toujours cette idée du réalisme qui continue de dominer, où les plus forts ou le plus fort essaie de faire sa loi. Et donc, les pays de l'OTAN ont décidé, les pays de l'Union européenne ont décidé unilatéralement entre eux, avec le soutien la Hongrie, mais voilà. Ça c'est non c'est un cas à part qu'il faut voir. Pas la Hongrie à partir du moment où ils sont dans les 27. Oui, effectivement, voilà. Mais la question de l'Hongrie peut être expliquée, ça relève d'une autre préoccupation. Nous ne voulons pas qu'on l'explique. Et donc, on veut seulement faire comprendre aux internautes que dans cette décision, y compris la Hongrie. La Hongrie. Voilà. Et donc, ce que je disais, c'est que il y a toujours cette distance entre les relations internationales et le droit international. Du point de vue du droit international, il n'est pas prévu que ce genre de situation puisse avoir lieu. Et maintenant, en dehors de cela, Monsieur Ataï venait de l'évoquer déjà, il y a cette notion de réciprocité entre les États. La Russie attend et observe. Vous avez utilisé mes intérêts pour financer, les intérêts de mes avoirs pour financer un État adversaire, ennemi, c'est un peu trop dit, mais la Russie attend, parce qu'il y a également des financements européens en Russie, et il y a des entreprises européennes qui, bon maintenant la situation est un peu compliquée, mais qui avec le temps seront appelées
faire des affaires en Russie. Et c'est en ce moment on attendra de voir ce que la Russie va donner comme réponse. Là, tout à l'heure, vous avez déjà abordé Une chose est sûre, le Kremlin ne laissera pas tomber. Ils vont certainement contre-attaquer. Mais je vous pose la question de savoir, en tant qu'analyste politique, analyste géopolitique, comment est-ce que vous entrevoyez cette attaque russe? Alors, nous pensons que la Russie pourrait utiliser, peut-être déjà, qu'on sait qu'ils vont à la table de négociation, qu'il y a une possibilité qu'il y ait une négociation entre les différents États. Nous pensons que la Russie pourra justement utiliser ces différentes clauses pour imposer justement à ces États-là, peut-être même l'annexion de tous les territoires que la Russie prétend avoir totalement annexés et que peut-être Kiev n'est pas d'accord, mais qui finalement va pousser cet État-là à l'accepter, comme ça a été pour la Crimée. Donc, nous pensons que... Le Donbass? Oui, nous pensons que, justement, principalement, dans le contexte de la négociation, que la Russie pourrait utiliser des différentes clauses afin d'imposer ce qu'elle veut. Et entre autres, nous avons aussi, sur le plan géopolitique, géostratégique, nous avons quand même, quand on prend le cas africain, sur le contexte africain, nous voyons un peu le positionnement de la Russie dans les différents États et nous savons que les pays membres de l'Union européenne ont de moins en moins d'influence sur ces États-là. Donc, tout ça aussi, c'est une façon pour la Russie de faire asseoir aussi son influence et donc de favoriser aussi son hégémonie et par rapport aussi aux différentes stratégies dans le Moyen-Orient, tout ça aussi. Tout ceci pourra permettre justement à la Russie de faire asseoir son influence et ça ne passera pas forcément à des réponses ou à des attaques, un affront par rapport à l'Union européenne, mais plutôt sur le plan géostratégique. Là, nous nous rendons du côté du Moyen-Orient. Après les négociations sous l'égide de la Chine, le Hamas et le Fatah ont signé un accord d'unité nationale signé entre les frères ennemis d'hier, devenus pour la paix, devenus amis d'aujourd'hui. Pas pour la paix, c'est pour leur survie. Ensemble, on est plus fort. Et s'ils n'ont pas le bon sens de limiter les risques, puisque le Hamas a été sérieusement affaibli et peut-être est obligé de prendre la main de l'OLP, du Fatah notamment, qui est la principale la principale faction de l'OLP, qui est en réalité toute une fédération de mouvements. Donc, on va voir le temps que ça va durer. Et c'est pas de gaieté de cœur, c'est un mariage de raison qui a été parrainé d'ailleurs par la Chine, parrain inattendu à ce niveau-là, mais de plus en plus impliqué dans la région, et peut-être parce qu'une analyse stratégique lui a permis de comprendre qu'il lui fallait aussi s'investir politiquement pour sauvegarder les intérêts économiques. Et donc la Chine, plus que jamais, est décidée, au-delà de ce qu'elle a réussi entre l'Iran et l'Arabie saoudite, à prendre pied dans la région. Et là, on voit, il ne faut pas voir seulement la Chine. Il faudrait probablement voir le nouvel ordre international que les pays du BRICS essayent de dérouler. Et d'autant que les BRICS désormais ne se limitent plus aux 5 pays originaires, mais que l'Arabie saoudite et d'autres y ont été attirés. Donc c'est probablement un partage des rôles. Et à l'arrivée, ça pourrait être aussi au bénéfice des BRICS en termes politiques comme résultat. Un fait inédit, Martial, et de surcroît sous l'égide de la diplomatie chinoise. Alors, en fin de compte, est-ce que les Occidentaux devraient désormais se méfier de la diplomatie chinoise qui, au départ, on estimait qu'elle était quasi inexistante, elle était inerte, mais aujourd'hui, de plus en plus, on la voit au devant de la scène, on la voit réussir là où les Occidentaux peinent à trouver des solutions. Vous venez de l'affirmer, la diplomatie chinoise prend de plus en plus d'ampleur et au niveau de toute la planète, que cela soit en Afrique, dans le Moyen-Orient, dans l'Asie, bien que les États-Unis essaient toujours de contrecarrer. Mais cette dynamique, cette une nouvelle forme de diplomatie qui
ne se concentre pas sur, ou bien qui ne concentre pas l'énergie sur des principes très stricts évoqués très souvent par l'Occident, les principes de droits de l'homme, ainsi de suite, permet à la Chine d'être une alternative, une nouvelle alternative, permet à la Chine de proposer quelque chose de nouveau. Et donc, cet élément, cette vision du monde de la Chine lui permet de s'ériger, d'occuper les endroits où l'Occident est en train de perdre place. Économiquement parlant aussi, hein. Oui, économiquement. Parce que les Chinois, c'est des bons commerçants. Et évidemment, économiquement parlant. Et vous allez constater cela, le discours de Joe Biden récemment, après après son retrait, il disait qu'il allait s'assurer que les États-Unis soient toujours premiers et que la Chine derrière. Donc vous allez toujours voir qu'il y a cette rivalité, cette forte rivalité qui existe encore. Bon, ça a toujours existé, hein, mais qui s'accroît davantage compte tenu de la situation géopolitique dans le monde. La situation géopolitique dans le monde permet à la Chine de s'affirmer davantage. Vous voyez, la Chine dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, la Chine s'entend avec la Russie d'une certaine manière, n'est pas en conflit avec l'Ukraine, et on constate cette même position au niveau de Gaza, avec les pays arabes, avec entretien de bonnes relations avec Israël, mais quelques relations également avec le Hamas. Donc cette aptitude à pouvoir jouer à l'équilibriste est favorable à la diplomatie chinoise, permet à cette diplomatie de se déployer dans le cadre d'une influence pour contrer davantage les États-Unis. Non seulement cela, Monsieur Attaï vient d'évoquer quelque chose. Il ne faut pas voir cette attitude de la Chine, que la Chine. Il s'agit des BRICS également qui se font remarquer de la sorte, parce qu'il y a la Russie également qui, en Afrique, propose cette alternative. Voilà, l'Occident, quand vous n'êtes pas avec nous, ça veut dire que vous êtes notre ennemi. Nous, la Russie vient proposer une alternative. Et ça continue comme ça. Donc, il y a cet aspect géopolitique de ces organisations-là qui s'affrontent sur le terrain, et la conjoncture internationale leur permet quand même de s'exprimer davantage et de pouvoir imposer d'une certaine manière leur influence. Alors, le texte signé africain, Charlotte, prévoit un gouvernement intérimaire de réconciliation nationale. Alors, ce rapprochement entre le Hamas et le Fatah, est-ce que ça devrait donner des sueurs froides à Benjamin Netanyahou? Alors, nous avons vu que quand la Chine a permis justement une réconciliation de raison, comme l'a dit M. Attaï tout à l'heure, de circonstances, d'accord, entre le Fatah et le Hamas, il y a une forte colère du côté d'Israël, et qui a dit qu'il va répondre de façon très très forte. Et nous comprenons cela, et il dit également, le Premier ministre, que le Fatah s'allie à ses plus grands ennemis. Donc, nous comprenons que du côté d'Israël, ce n'est pas forcément accepté ce qui se passe. Mais cette situation, déjà, il faut se poser la question à qui elle bénéficie. Et en premier, nous pouvons parler quand même déjà pour la Palestine, dans le sens où que ces deux différentes organisations-là se comprennent pour ces circonstances-là, pour justement l'après-guerre, Gaza, Israël. Cela pourra permettre à justement l'État, si on veut le dire ainsi, de parler d'une seule voix, et qu'il n'y ait pas de conflit à l'interne, parce que quand il y a déjà un conflit avec un autre État, qu'il y ait des conflits internes ne permettra pas forcément. Oui, mais est-ce qu'on peut éviter les conflits internes quand on sait que au niveau du Hamas, on a vraiment des fondamentalistes, et de l'autre côté aussi, on a des gens qui veulent vraiment la paix. C'est ceux-là qui sont allés à la table des négociations à Washington. Oui, c'est ceux-là qui ont permis à ceux quand même que... Oui, mais c'est déjà quand même intéressant de voir que le Fatah, qu'on connaît très bien, et le Hamas aujourd'hui, arrive quand même à se dire, pour l'unité nationale, nous allons faire ça et ça. Et une façon aussi de contrer Israël. Et sur un second aspect, cela bénéficie également à la Chine, parce que aujourd'hui, nous savons que la Chine a une diplomatie économique importante, et aujourd'hui, elle utilise plutôt la diplomatie politique pour un peu tenir sa diplomatie économique, et cela lui permet vraiment, parce que déjà en 2020,
la Chine a été reconnue comme le plus grand partenaire économique pour ces États-là au niveau du Moyen-Orient. Et nous nous rappelons de ce qu'elle a pu elle a fait entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Donc, tout ceci met la Chine un peu dans la posture de celui l'État qui est là pour faire des investissements colossaux, pour aider vraiment les États qui aujourd'hui ont de difficultés dans le développement économique à s'asseoir d'une manière ou d'une autre. Et également, sur le plan politique, elle semble être une carte pour les différentes médiations, parce qu'aujourd'hui, comme M. Martial l'a dit tout à l'heure, la Chine a une posture elle ne prend pas forcément position, et elle ne prend pas forcément position parce qu'elle a une vision, et sa vision, c'est justement sa politique économique, et c'est cela, en fait, qui guide aujourd'hui la Chine dans ses différentes positions sur la scène internationale. Donc, c'est intéressant de voir tout ceci, et il serait quand même bien que cette unité, ou cette médiation que la Chine a permise aujourd'hui, qu'elle puisse réellement tenir jusqu'à l'après-guerre, et que la Palestine retrouve quand même une certaine stabilité pour que elle puisse avoir une certaine voix. Et il faut aussi noter que la Chine soit aujourd'hui le médiateur est aussi bien pour la Palestine au sein du Conseil des Nations Unies, parce que nous savons que à ce niveau-là, Israël a les États qui pourront parler pour lui, comme le Royaume-Uni ou encore les États-Unis. Par contre, la Palestine n'a pas forcément quelqu'un le Hamas n'a pas forcément quelqu'un pour parler. Et aujourd'hui, qu'il y ait la Chine ou encore les différents États faisant partie des BRICS, puissent parler pour la Palestine au sein du Conseil, c'est aussi une façon pour la Palestine de se faire entendre et de pouvoir justement trouver des résolutions concrètes pour la fin de la guerre. Alors, nous savons tous qu'Israël a déjà fustigé cet accord, mais moi, ma question, c'est de savoir qui sera perdant entre le Hamas et le Fatah par rapport à Israël. C'est peut-être le Fatah, mais est-ce que le Fatah pouvait encore espérer quelque chose d'Israël? Israël a créé le Hamas, l'a instrumentalisé, enfin a laissé le Hamas se développer pour réduire à néant le Fatah. Donc aujourd'hui, c'est peut-être la monnaie de sa pièce que le Fatah renvoie à Israël. À l'inverse. Oui, à Fatah, l'inverse. oui, c'est-à-dire qu'Israël pourrait peut-être utiliser... À un moment donné, le Fatah était passé aux oubliettes. Les Américains, la diplomatie américaine en était à rêver tout haut de l'émergence d'un autre leadership sur lequel s'appuyer pour faire valider le nouvel ordre auquel il tenait. Ça n'a pas pris. Et M. Blinken, tout le monde l'aura observé, patine. Et on a vu le coup de menton de Kamala Harris au début aux aurores de sa candidature. Et voilà, donc peut-être qu'il y a un changement une redistribution des cartes qui s'opère. Notez malgré tout que la Turquie s'est invitée assez bruyamment en menaçant un sacré Taïb. Invité sans carte. Sans carte, en tout cas. Et voilà, donc il y a une redistribution des cartes. On voit le Hezbollah jurer son innocence par rapport à ce qui s'est passé le samedi dernier. Parce que la colère, les représailles risquent d'être foudroyantes et dévastatrices. L'exemple de Gaza est là, et donc ici, ils ne sont pas prêts à soutenir une guerre comme ça. Aussi, le parrain iranien a demandé de mettre la pédale douce le temps de continuer à avancer sur son programme nucléaire. Voilà, donc il y aura une espèce de gel, et chacun va essayer de prendre position en vue du prochain assaut. Et on ne sait pas qui va réussir. Est-ce que Israël continuera d'avoir la licence qu'il a actuellement? Dans les élections françaises récemment, Israël s'est invité. On a utilisé Israël contre la France insoumise, le parti de Mélenchon notamment, pour ne pas dire le nouveau front de la gauche, le nouveau front populaire. Mais prochainement, ça va être les élections aux États-Unis. Et Netanyahou va essayer de tirer au maximum aussi. Il connaît ce jeu-là. Il a déjà commencé même. Il a commencé.
Mais désormais, elle a trouvé non pas garçon, mais dame devant lui. Ça risque d'être un peu plus compliqué, à moins que Trump nous sorte aussi quelque chose d'autre de sa manche. Alors, l'un dans l'autre, hein, et chacun essaie de reprendre du poil de la bête. Même Bachar el-Assad, qu'on avait oublié, s'est montré avec Poutine. Et donc, c'est la revue des troupes. Et les Européens ne s'y sont pas trompés, qui ont commencé à indexer la Chine. C'est les Américains, généralement, qui faisaient de la Chine leur partenaire ennemi. Parce que en tant qu'ennemi, ça leur permet chaque fois de mobiliser l'opinion publique américaine et surtout d'obtenir les moyens de financer le complexe militaro-industriel. Et sans la course aux armements, peut-être que certaines industries seraient déjà mortes. Comme par hasard, tout le monde est en train de donner le signal du réarmement, même la Grande-Bretagne. Et les Européens ont commencé par dire à la Chine, maintenant, c'est fini les bonnes manières. Nous aussi, on va vous répliquer et il n'y aura plus de cadeaux. Jusqu'où n'y aura-t-il plus de cadeaux? La Chine, de toute façon, a une stratégie économique très claire de domination du monde. Et les autres qui ont toujours occupé ces positions n'entendent pas se laisser faire. Est-ce que la Palestine sera ce terrain? La Palestine n'offre pas les marchés pour la reconstruction. Le Qatar et autres seront en mesure de refinancer tout ça. Donc, ce n'est pas exactement des marchés en Palestine qui sont en jeu, mais c'est au fond les nouvelles positions à prendre dans une zone appelée à avoir beaucoup d'essor désormais. Permettez-moi d'ajouter quelque chose, c'est par rapport à cet accord sous l'égide de la Chine. Vous savez, dans la résolution de la crise à Gaza, on parle toujours de la solution à 2 États, d'une solution politique, mais personne ne fait vraiment quelque chose concrètement. Et l'action posée par la Chine dans le cadre de rapprochement de ces 2 parties s'inscrit quand même dans une logique de la solution politique. Parce que vous avez constaté il y a de cela quelques mois, 2-3 mois en arrière, certains États et quelques royaumes ont reconnu la Palestine, ont accordé la reconnaissance à la Palestine. La Norvège, on va vouloir trouver la solution à 2 États, mais la Palestine se retrouve aujourd'hui pris entre le Fatah et le Hamas. Comment est-ce qu'on arrive à unifier ces organisations politiques, ces partis politiques de la Palestine pour leur accorder une certaine reconnaissance? Donc le problème se pose là. Quand on va accorder la reconnaissance même à la Palestine en tant qu'État, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Il va se poser la question de la viabilité de cet État quand certains États considèrent le Hamas comme une organisation terroriste. Et donc voilà, c'est tout là que se retrouve l'enjeu de l'action posée par la Chine en disant mais l'essentiel, nous sommes en train de parler. Ce qui est sûr, la guerre va prendre fin, mais il faut commencer à travailler dès maintenant. Un jour. Entre-temps, la guerre Israël, machin. Les fondateurs d'Israël, c'est pas le terrorisme qui se sont imposés. Voilà. Donc, alors, nous allons directement aux États-Unis. Kamala Harris, attaquée par Donald Trump sur ses positions sur Gaza depuis une semaine. La campagne américaine a pris une autre tournure avec le retrait de la candidature de Joe Biden. Joe Biden donc s'est retiré de la campagne. Nous pensons que ça a été une bonne stratégie, en tout cas réaliste, du Parti démocrate aux États-Unis. Et aujourd'hui, nous avons en tête donc de ce parti, à la tête de ce parti, Madame Kamala Harris, qui, d'un temps soit peu, a quand même fait ce qu'elle a pu en tant que vice-présidente au sein aux États-Unis. Et aujourd'hui, il faut avouer qu'elle est en face de Donald Trump, que nous connaissons avec sa personnalité et qui ne manque pas toujours d'envoyer des bonnes phrases quand même à ses différents adversaires politiques. Et donc, ce dernier a encore essayé tout dernièrement et en traitant la candidate démocrate d'antisémitisme. Et c'est quand même cette phrase nous renvoie à ce qu'a dit le Premier ministre Benjamin Netanyahu quand il avait fait son interview via les médias français, où il parlait de tous ceux qui sont contre Israël, sont entre autres contre
qui sont antisémitistes. Donc, cette situation aujourd'hui nous fait nous rendre compte qu'il est important que le Premier ministre aujourd'hui qui a rencontré donc l'ancien président Donald Trump, est en train d'essayer de mettre aussi les cartes en sa faveur pour que très prochainement, si ce dernier s'avère être le prochain président élu aux États-Unis, il pourra donc avoir un allié de taille, parce que nous savons qu'avec le président Biden, il y a eu une certaine politique ou des décisions comme si ces derniers étaient en train de faire des pas en arrière et ne sont pas en train de soutenir comme cela se fait, comme il faut Israël. Donc, cette situation, du point de vue politique, on voit que ils sont en train de prendre les devants, que ce soit du côté de Donald Trump ou encore du Premier ministre, pour justement accélérer d'une manière ou d'une autre les campagnes et aussi montrer sur la scène internationale les différentes alliances qui pourraient y avoir. Alors justement, on parle d'alliance, hein. On a vu Donald Trump qui au départ a dit qu'il ne débattrait pas avec Kamala Harris si elle n'était pas la candidate du parti les démocrates, mais aujourd'hui il se verse comme d'habitude dans l'injure. Moi, ma question c'est de savoir, Donald Trump aurait-il peur de Kamala Harris? Non, plus que jamais. Kamala Harris est le plan, est l'imprévu qui déstabilise Donald Trump. Toute la campagne républicaine. Et ses certitudes, parce que l'anti-Biden ou tout le ciblage contre Biden tombe à l'eau et le sexisme de Donald Trump se révèle au grand jour, ses outrances, et elle est devant une dame qui est de marbre, qui n'a quasiment pas de cadavre dans les placards, et qui au contraire se prévaut de sa stature d'ancien procureur et de femme de droit, et pour dire qu'elle est justement là pour traquer les bandits, les voyous. C'est à peine si elle ne retourne pas le compliment à l'autre. Bon, pour ne pas dire l'injure. J'espère que ça ne va pas voler plus bas. Et donc les cartes sont en train d'être battues. Donald Trump a tenté de jouer de la division pour régner, mais contre toute attente, les démocrates ont été extraordinairement unis dans toutes leurs composantes. On a vu Barack Obama qui a fait remarquablement de la politique politicienne, parce qu'au départ, on prétendait peut-être que c'était son sentiment profond, mais est-ce que c'était peut-être pas qu'on n'était stratégique? pas... Est-ce que c'était pas une façon de, voilà, peut-être de laisser les gens parler? Non seulement laisser les gens parler, mais donner l'impression qu'il y aurait des divisions au des sein du camp démocrate. Et puis l'unité vous spontanée. Vous permettez, Joël, certains observateurs du Parlement estiment que c'était une très bonne stratégie jouée par certains cadres du Parti démocrate, tout ça même en complicité avec le président Joe Biden, qui, on a vu certains grands donateurs tels que l'acteur George Clooney monter au créneau, dire que non, on ne voulait plus de la campagne, et puis il y avait un silence plat, et au départ, Sanders qui dit ci, qui dit ça, mais à moins d'une semaine, la sérénité se retrouve au niveau du camp démocrate. Ah, on connaîtra le fin mot de l'histoire. Et est-ce que c'est un scénario rondement mené avec Biden même? Bon, il ne peut pas avoir été comédien à ce point. Et sa mauvaise posture dans le débat et l'effort de Kamala Harris pour reconnaître que ce ne fut pas une belle prestation se passe de tout commentaire. Ça, c'est les faits. Et chacun a dû en convenir. Mais ils ont été remarquables d'adaptation à la tournure, au risque de tout perdre. Et ce sursaut d'unité et donc de principe de se sauver et peut-être va les aider à se frayer un nouveau chemin vers le maintien du pouvoir à leur sein. Même Nancy Pelosi, qui est très excessive. Charlotte, on parle à l'unisson maintenant. Mais bon, les femmes parfois sont. Non, c'est juste parce que les femmes sont vraies. Hein. Et bon, donc Nancy. Oui, Martial, regarde-moi, mais en politique, je crois que c'est les femmes qui sont vraies. Il a fait que regarder de travers et puis bon. Mais donc là, il y a une unité extraordinaire, autant idéologique que des personnalités. Et puis le nerf de la guerre dont on parlait la semaine dernière est tombé comme par enchantement. Donc
à moins d'un extraordinaire faux pas de Kamala Harris, bon, la voie semble tracer un cap auquel challenge sérieusement et Donald Trump, qui doit se renouveler de toute façon. Alors, Donald Trump, qui au départ ne voulait pas se prononcer sur la guerre Hamas-Israël, subitement change de ton. Comme disent les Anglais, why? C'est normal parce que... Qu'est-ce qui est normal? Qui change de ton? Oui, lui qui voulait pas se prononcer, qui a passé le temps à nous dire American first, American d'abord? C'est normal qu'il se prononce parce que depuis l'annonce de Biden de se retirer, beaucoup de choses ont changé. Et la stratégie... Même au niveau de la bourse, il paraît. Oui, au niveau de la stratégie politique sur laquelle le camp Trump s'est amené suffisamment sans tomber à l'eau, et puis il faut tout réorganiser étant donné que la candidate que l'on a devant nous, Monsieur Attaï l'a dit, semble ne pas avoir de cadavre. Hein. New comment? Voilà, voilà très new c'est pourquoi c'est dans ce cadre-là il faut saluer ici l'ingéniosité, si j'ose le dire ainsi, du Parti démocrate, de pouvoir trouver cette personne qui soit en mesure de causer des ennuis quand même à Donald Trump. Nous ne devons pas nous réjouir très rapidement d'ici à là qu'un mail va survenir de quelque part aussi. On peut le dire ainsi parce que vous devez savoir que... aux États-Unis, tout est permis. Hein? Oui, tout est permis. Et puis quand vous sentez... que les Russes ne vont pas se mêler de cette campagne comme ils l'ont fait précédemment en faveur de Donald Trump avec les... Non, Poutine même a déjà d'abord ce problème. Ah, mais... la capacité de nuisance est encore plus... Bon, allez-y, merci. Voilà, tout à fait. Donc, ce que je disais, c'est que Donald Trump se sent vraiment mordu. Et puis, dans sa rage, dans sa folie, on a pu constater cela dans ses propos. Et puis, c'est quelqu'un, on le connaît, hein, quand ses adversaires devant lui les attaques verbalement, il est champion dedans. Et il ne va pas s'arrêter là. Il va toujours chercher des moyens pour pouvoir disqualifier la candidate du Et comme par enchantement, on ne parle plus de sa tentative d'assassinat. Hein, non, mais c'est tout ceci vient lui voler la vedette. Donc, c'est ce qui l'enrage en réalité. Et donc, peut-être que s'il changeait de perruque. Donc, vous voyez, il était dans une dynamique où il y avait une certaine certitude de sa victoire, surtout avec le dernier événement, son oreille, et puis brusquement, il y a quelque chose d'autre qui tombe, et puis qui lui arrache la vedette. Et donc, c'est un peu comme tout ce qui était fait, et puis tout ce qui concourait à son, il perd tout, et donc il faut recommencer, et ça fait mal, évidemment, dans ce genre de contexte. Et donc, les attaques de Donald Trump, tout est permis maintenant. Il ne se prononçait pas forcément sur la question d'Israël, mais là maintenant, puisqu'on sait qu'il y a une jeune partie de l'électorat démocrate qui n'a pas forcément soutenu la position de Biden de toujours accompagner Israël. Et vous allez voir dans la stratégie, la position que Kamala Harris est en train d'adopter, il y a une certaine manière de s'éloigner un tout petit peu de la position de Biden. C'est vrai, Israël, il faut revenir sur les principes, il faut voir les Palestiniens, parce qu'il est important là de conserver le jeune électorat démocrate et également les minorités musulmanes. Ici aussi, hein. Voilà, et tout cela. Donc, Kamala Harris a ce grand défi de pouvoir remobiliser tout ce camp. Et puis, un peu à la Barack Obama. Voilà. La question n'est pas de savoir si elle va maintenir la position qu'elle a affichée. Non. Sur Gaza, ou bien si elle va changer. Non, l'avenir va nous dire. L'avenir. Oui, attendez, 2 juillet. En novembre, nous avons encore du temps. Les choses peuvent encore changer, les lignes peuvent encore bouger. Oui. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de décryptage international de cet après-midi. Nous sommes allés au Gabon, nous avons fait une escale du côté de l'Union européenne. Le Moyen-Orient n'a pas été occulté. Nous avons bouclé la boucle par les États-Unis. On aurait bien voulu aborder la Chine, mais le temps imparti, 52 minutes, c'est beaucoup, mais c'est peu. On espère que les gens de la technique, la prochaine fois, vont nous permettre de faire 1 heure de temps. J'ai reçu pour vous cet après-midi Joël Attaï Guédegbe, expert en gouvernance. Merci Joël d'être toujours disponible pour nous. J'espère que ce mariage qu'on a recelé cet après-midi, c'est pour toujours, hein Martial?
j'espère aussi. Et Charlone? On sera là. D'accord. Toute l'équipe technique vous remercie de nous avoir préféré cet après-midi. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités internationales. Mais avant, je souhaite déjà une bonne fête d'indépendance à tous les Béninois. L'indépendance, c'est le 1er août 2024.